vous laisse la parole, Madame la sénatrice. Merci. D'accord, merci beaucoup. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et pour laquelle j'ai écrit le rapport pour le Conseil de l'Europe que je vais vous présenter, c'est parce que je suis gynécologue, je suis professeur à l'Université de Gand et je dirige le Centre de médecine de reproduction. Et quand je suis rentré en politique, il y a 4 ans maintenant, au Sénat et puis au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire, bien sûr, cette expertise ne m'a pas quitté et en commission d'affaires sociales, il y avait une motion qui avait été entrée sur le développement des nouvelles technologies génétiques et surtout sur l'être humain. Alors bien sûr, le Conseil de l'Europe s'occupe de ces matières-là et de cette façon-là, j'ai été rapporteur pour ce rapport. Alors ce que j'ai été invité de faire, c'est aujourd'hui discuter avec vous du contenu du rapport et des recommandations qu'on a fait au comité des ministres. Je suppose que pour ce public-ci, je ne dois pas expliquer ce que c'est le Conseil de l'Europe, parce que vous êtes des juristes. Mais pour les non-juristes, il faut quand même dire que c'est une organisation importante européenne. Enfin, moi, je la trouve importante, puisqu'elle discute des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, et qu'il y a 47 États membres, comme vous le savez. Donc, c'est plus large que, bien sûr, l'Union européenne. Alors, en introduction, je dirais qu'on a déjà pu entendre des autres intervenants que, bien sûr, les développements des nouvelles technologies est en fait exponentiel, surtout dans le domaine de la génétique, ce qui ouvre des possibilités dans le diagnostic, le traitement, l'éradication de maladies dans l'avenir. Mais on l'a aussi déjà évoqué, bien sûr, cela mène à des questions de vue d'éthique et des droits humains, puisque les applications peuvent aller très très loin. Alors, le rapport a été initié parce que il y a beaucoup de gens, et moi je partage cette idée, qui pensent qu'il ne faut pas seulement mener le débat dans le monde scientifique, dans le monde médical, mais aussi dans le monde politique, puisque vous, comme des juristes, vous aurez besoin d'outils pour décider un jour, dans certaines questions, quelles sont les bonnes décisions à prendre. Alors, dans notre commission, donc, on a entamé le rapport. On a étudié non seulement les effets, le point de vue de la santé, mais aussi donc de l'éthique des droits de l'homme, les risques, les défis liés à l'utilisation et la réglementation de ces techniques pour poser des questions au comité des ministres. Comme vous savez, les ministres qui sont alors demandés de prendre certaines actions. Et entre-temps, depuis le rapport, j'ai reçu une réponse du comité des ministres que je vais vous communiquer aussi. La situation actuelle, et on en a déjà parlé un petit peu parce que c'est bien qu'on a eu les 2 interventions sur le CRISPR-Cas9 et la FIV à 3 parents, parce que ce sont les 2 technologies dont je traite dans le rapport. Il faut peut-être rappeler quelle est la situation actuelle au sujet du droit international et le travail des organisations internationales et régionales. Pour commencer, il y a la Convention d'Oviedo. De nouveau, j'espère que ce public aujourd'hui saura que c'est une convention qui date de 1997, qui est assez importante, qui traite de la protection des droits de l'homme, de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Ça va beaucoup plus loin que la modification génétique d'embryons humains. Bien sûr, ça traite de beaucoup de domaines qui sont, je pense, assez important en médecine aujourd'hui. La France a ratifié la Convention d'Oviedo, si je ne me trompe pas, en 2011. La Belgique ne l'a pas faite, tout juste parce qu'il y a un article qui interdit la constitution, la création, si vous voulez, d'embryons humains aux fins de recherche. Et c'est pour cette raison-là, c'est l'article 18.2, que la Belgique n'a pas ratifié Oviedo. Alors, Oviedo donc, a décidé dans son article 13, qui est important pour nous aujourd'hui, qu'une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostico-thérapeutiques, et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. Donc, vous voyez tout de suite qu'une application possible du CRISPR-Cas9 sur l'embryon humain pour
réparer une mutation au niveau de l'ADN et puis transférer l'embryon et arriver à une grossesse et la naissance d'un enfant, en fait, pour l'instant, ne rentre pas dans le cadre de ce que la Convention d'Oviedo permet. La Convention d'Oviedo, par contre, n'interdit pas la recherche. C'est quand même important de le dire, mais le transfert de l'embryon modifié, si jamais, ne serait pas possible sous ce cadre-là. Alors, pour continuer, voilà. L'article 28 aussi demande qu'il y ait un débat public approprié, puisque Oviedo date déjà depuis d'il y a 20 ans. C'est vrai que les technologies ont bien sûr avancé et la Convention a tenu compte de ces avancements pour rendre possible le débat et même aussi admettre des amendements s'il le faut, bien sûr, techniquement, amender ou avoir un protocole additionnel à une convention comme celle d'Oviedo demanderait un grand effort. Ce ne serait pas évident d'y arriver, mais en théorie, c'est possible sous aussi l'article 32.4 et l'article 32, en fait, qui peut conduire à un amendement. Alors, il y a déjà eu des textes de l'Assemblée parlementaire, du Conseil de l'Europe, et il y a déjà eu pas mal de travaux. Les deux derniers textes de l'Assemblée parlementaire datent quand même déjà de 1982 sur l'ingénierie génétique et sur la protection du génome humain en 2001. Donc, vous voyez, avec les avancements qu'il y a, qu'il était temps de refaire le point sur ce sujet. On a déjà cité l'UNESCO qui a fait non seulement les déclarations déjà mentionnées de 2005, mais déjà en 1997, et en 2003, il y avait déjà eu des déclarations qui essayaient quand même d'encadrer les avancements dans le domaine de la génétique. Et il faut le rappeler que le Comité international de bioéthique, l'UNESCO, a proposé un moratoire sur les interventions portant sur la lignée germinale et les modifications du génome de la descendance. Après, en décembre 2015, il y a eu un groupe international de chercheurs aux États-Unis qui ont tenu un sommet international sur la modification des gènes humains, qui ont aussi appelé à un moratoire sur les modifications transmissibles. Cette réunion était organisée par l'Académie nationale des sciences et l'Académie de médecine des États-Unis. Et en même temps aussi l'Académie chinoise des sciences, c'est intéressant, et la Royal Society de Londres. Donc là, en décembre 2015, on appelait à un moratorium. Il faut aussi le dire que s'il y a des réglementations nationales, il y a quand même une grande absence de contrôle de cette technologie et beaucoup d'autorégulation. Et je suis médecin, je suis scientifique. Dans mon domaine, les scientifiques, les médecins trouvent ça très normal. C'est nous les médecins qui savons ce qui est bien pour nos patients, ce qui est bien pour l'humanité, et personne ne doit se mêler de ça. Voilà, depuis 4 ans, je suis politicienne. Je peux vous dire que d'ailleurs j'étais aussi au Conseil supérieur de la santé et au Conseil de bioéthique, etc. En élargissant un petit peu mes propres vues là-dessus, j'ai compris que c'est très très bien si des gens qui sont à l'extérieur de notre propre monde scientifique et médical puissent nous donner leurs avis sur ce qu'on fait. Donc en fait, il faut absolument des contrôles par des organes indépendants et transparents, je suppose. Et si c'est possible, bien sûr, démocratique. Je pense que comme juriste, vous serez d'accord avec moi. Alors récemment, la commission sur la modification du génome humain, instituée par l'Académie nationale des sciences et de médecine des États-Unis, a finalisé un rapport dont je ne vais pas vous lire le titre, vous pouvez le retrouver. Et ce rapport a été complété aussi par un autre rapport par les académies des sciences européennes qui ont tous en fait des recommandations plutôt politiques en ce qui concerne la modification germinale du génome humain.
Faisons un peu le point sur l'application de ces nouvelles technologies génétiques. Je ne vais pas répéter les interventions plutôt techniques qu'on vient d'entendre, mais c'est vrai que le CRISPR-Cas9 quand même est une révolution dans les possibilités du génie génétique, si vous voulez, pour en effet, en théorie, peut-être un jour éradiquer des maladies génétiques, comme on les appelle les ciseaux moléculaires et comme on nous a expliqué là tantôt. On a aussi parlé, je ne vais pas répéter aussi, bien sûr, des maladies génétiques associées à l'ADN mitochondrial et où le transfert pronucléaire ou bien le transfert de fuseau maternel puisse amener à la naissance d'un enfant qui n'aura pas la maladie et qu'on pourra appeler alors l'enfant à 3 parents. Il faut dire, et là je vais compléter la dernière intervention, que c'est vrai que le premier bébé est né au Mexique. C'était le groupe du docteur Zhang, un Américain qui est allé faire cette technologie au Mexique. Enfin, il a créé l'embryon aux États-Unis et puis il l'a transféré au Mexique et le bébé est né là. Ça lui a causé de graves problèmes avec le FDA en Amérique et donc il a dû tout à fait arrêter ses recherches. En fait, les journalistes, quand on lui demandait, quand le bébé était né au Mexique, pourquoi il a fait ça au Mexique puisqu'il est américain, sa seule réponse était parce qu'ici, il n'y a pas de règles. Voilà, je pense que ça dit un peu tout. Et c'est vrai qu'on attendait donc la naissance au Royaume-Uni après le débat public et parlementaire dont on vous a parlé. Et à ce qu'on le sache, cette année-ci, il devrait y avoir les premières naissances du groupe de Newcastle. Mais entre-temps, le deuxième bébé, bien sûr, il est né et il y en a déjà plusieurs autres à Kiev, en Ukraine, où le docteur Zhukin a employé la même technologie et pas du tout pour des maladies mitochondriales, mais pour rajeunir les ovocytes. Donc il faut se rendre compte que les mitochondries, comme on a expliqué, ce sont les petites usines d'énergie de la cellule. Et en vieillissant, il y a des hypothèses, disons, que l'ovocyte vieillissant et qui a donc plus de risque d'aneuploïdie, dont on en a parlé, qu'en fait la cause c'est une insuffisance des mitochondries. C'est une théorie déjà assez ancienne et il y a eu des Américains qui ont fait déjà disons, remplacements mitochondriaux il y a 20 ans et ils ont été arrêtés aussi de nouveau par la FDA, mais en Ukraine il y a quelqu'un, Zhukin, donc, qui a maintenant une très très longue liste d'attente de patients de partout du monde qui viennent regarder les possibilités dans son centre de traitement par remplacement mitochondrial. Donc la même technologie qui a été inventée, si vous voulez, pour éviter la naissance d'un enfant avec une maladie mitochondriale est maintenant appliquée pour rajeunir les ovocytes chez les pauvres répondeuses en FIV, des femmes qui ont souvent une réserve ovarienne diminuée, qui sont plus âgées et auquel on doit en effet dire, voilà, la qualité des ovocytes n'est plus bonne, on ne pourra plus vous aider. Alors Zhukin à Kiev fait des injections de cytoplasme d'ovocytes de jeunes donneuses qui sont faciles à trouver en Ukraine parce que c'est un autre pays où il y a très peu de règles. Et je peux vous donner une anecdote si je peux. J'ai fait un premier rapport au Conseil de l'Europe sur la GPA, et je ne vais pas entrer dans ce sujet parce qu'en France, c'est très tabou. Mais pour ce rapport, j'ai été en Ukraine parce que c'est aussi pour la GPA, c'est un pays où il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et j'ai demandé au ministre de la Santé combien d'hôpitaux il y avait dans son pays, et il ne pouvait pas me répondre, il disait « je ne sais pas ». Donc si le ministre de la Santé ne connaît pas les détails, enfin le nombre d'hôpitaux dans son propre pays, c'est quand même pas rassurant. Donc c'est clair que dans des pays pareils, il y a des choses qui se passent. Et l'Ukraine est membre du Conseil de l'Europe, comme vous le savez. Alors, le CRISPR-Cas9, bien sûr, il y aura beaucoup d'applications pour les cellules somatiques. Et là, il n'y a peut-être pas les mêmes questions, mais pour les cellules germinales, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions d'éthique qui peuvent se poser. Il y a quelques aspects dont on doit aussi parler. C'est que quand on parle de recherche et d'application clinique,
c'est pas toujours aussi clair où est la limite. Par exemple, pour le CRISPR-Cas9, c'est clair que si cela sera appliqué pour le transfert d'un embryon et la naissance d'un enfant, dans la plupart des pays, peut-être pas au Mexique et en Ukraine, mais la plupart d'autres pays, ce ne sera pas évident, ce ne sera pas facile. Les comités d'éthique ne donneront pas le feu vert ou il y aura des lois qui ne vont pas le permettre. Et tous les pays qui ont ratifié Oviedo, par exemple. Mais bon, alors le CRISPR-Cas9 pour les embryons humains, pour la recherche, pour expliquer la physiologie du développement embryonnaire, ce serait aussi intéressant d'étudier les gènes, d'essayer de les manipuler, de voir ce qui se passe, simplement comme des questions de recherche. Et vous comprendrez que bien sûr, ça peut mener aussi à des recherches précliniques pour voir en effet si un jour on pourrait avoir le feu vert, est-ce qu'on serait prêt à transférer un embryon modifié. Et vous voyez aussi que s'il y a beaucoup de groupes qui font ce genre de recherche, un jour, bien sûr, il y aura quelque part au monde un comité d'éthique ou un législateur qui va dire allez-y, maintenant vous êtes tellement près du but, vous pouvez le faire. D'ailleurs, le Royaume-Uni a officiellement aussi donné l'accord pour la recherche donc d'employer le CRISPR-Cas9 sur les embryons humains. Pas pour le transfert, ça c'est pas permis, mais pour la recherche, le Royaume-Uni a donné cette permission. Et bon, c'est aussi un pays qui n'a pas ratifié Oviedo, évidemment. En Belgique, nous, on pourrait le faire à condition que notre propre comité d'éthique soit d'accord, et le comité d'éthique fédéral sur la recherche d'embryons. Donc pour la recherche d'embryons et pour les nouvelles technologies appliquées à l'embryon humain, en Belgique, on aurait besoin de 2 permissions, donc de 2 comités d'éthique différents. Alors, où on en était, je ne suis pas francophone de naissance, comme vous l'entendez, donc je m'excuse, mais où en était-on? Donc il y avait le moratorium dont je vous ai parlé, tout le monde dans le monde disait on ne va pas le faire, et bien sûr le premier article, c'était un article d'un groupe chinois qui ont employé des embryons non viables, et on en a parlé. L'article a été refusé dans Nature, dans les grandes publications, mais il y a quand même, et c'est comme ça, aujourd'hui, un certain magazine de 3e rang, je dirais, qu'il a publié. À ce moment-là, tout le monde s'est dit, nom de Dieu, si les Chinois, ils avancent, ils arrivent à publier, est-ce qu'on doit vraiment garder le moratorium? Et donc le moratorium, bien sûr, il n'a pas été gardé. Et aujourd'hui, il y a quelques dizaines de groupes dans le monde qui font la recherche du CRISPR-Cas9 sur les embryons humains. La plus grande partie pour la recherche fondamentale, comme je vous ai dit, pour étudier le développement embryonnaire précoce, et pas du tout en raison d'applications cliniques. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux encore dire ? Il y a quelques bienfaits et il y a des risques, on en a parlé aussi. C'est vrai qu'il y a eu des possibilités, ou il y aurait des possibilités d'utilisation positive pour les maladies infectieuses, pour les maladies, pour les vecteurs de maladies. Pensons peut-être à la reproduction des moustiques qu'on peut manipuler aussi pour éviter la propagation du malaria, etc. En oncologie, il y a des applications importantes, mais en ce qui nous concerne ici, c'est surtout les cellules germinatives qui peuvent mener à des problèmes éthiques. Il y a et on l'a dit déjà, des risques plutôt techniques et puis il y a des questions fondamentales philosophiques, éthiques. Et il y a 2 positions très différentes quand on parle de ce sujet. Il y a les gens qui sont des optimistes de la technologie, et dans ce domaine-là, on les appelle parfois aussi les transhumanistes. Ce sont en fait les gens qui disent l'être humain va se modifier, il va prendre en main sa propre évolution, et la modification génétique en fait partie. C'est évident qu'on va le faire. On va faire ça pour augmenter notre résistance immunitaire et pour pas mal d'autres indications. Donc on ne parle pas seulement d'éradication de maladies génétiques très importantes dont on en a parlé avant. Là, il n'y aura pas beaucoup de discussions éthiques, mais on va parler bien sûr d'eugénisme et on va parler de transhumanisme. Ça, c'est le point de vue
disons, optimiste, positif de cette technologie, comme de toute autre technologie en médecine, d'intelligence artificielle, de robotique, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait une discussion tellement différente. Et puis, bien sûr, il y a le groupe de gens qu'on appellerait plutôt les bioconservateurs. Hein, il y a des termes pour ça, les bioprogressistes, les bioconservateurs. Ce sont des gens qui disent qu'il ne faut pas toucher à ça. Ce n'est pas à nous à changer nos propres gènes, soit pour des raisons philosophiques, religieuses, n'importe. On peut avoir cette idée que ce n'est pas à l'être humain de changer ses gènes. Et il y a bien sûr des débats assez importants dans la littérature, plutôt philosophique et éthique pour l'instant, sur ce domaine-là. Il y a bien sûr, et aujourd'hui c'est clair, des tas de raisons techniques pour ne pas trop vite avancer dans ce domaine et de ne pas accepter le transfert d'un embryon génétiquement modifié. On ne sait pas trop quelle est la précision, la justesse de ces ciseaux moléculaires, comme le collègue en a parlé. Il peut y avoir des off-target effets, c'est-à-dire des effets dans d'autres domaines du génome que celui qu'on a voulu influencer. Il y a le phénomène qu'un gène peut avoir plusieurs effets, plusieurs raisons d'être, si vous voulez, et quand on touche à un gène, ça peut avoir des effets secondaires phénotypiques, si vous voulez, après. Il y a toute l'épigénèse, toute la question de la régulation des gènes, dont on connaît, disons-le franchement, quand même aujourd'hui, seulement très peu de choses. Et donc, ces questions-là, quand on emploie le principe de précaution, c'est quand même un principe que je dois mentionner et que j'élabore dans le rapport aussi, mène à la prudence et en effet devrait mener à la continuation d'un moratorium pour aujourd'hui surtout pas transférer un embryon génétiquement modifié. Et le principe de précaution est souvent critiqué. Surtout parce que l'Europe le pratique et il est dans les traités de l'Union européenne. Vous le saurez comme juriste, le principe de précaution est très important. Ce n'est pas du tout la même chose que le principe de prévention, qui est beaucoup plus large, qui est plus libéral, qui est plutôt la vue américaine. Aux États-Unis, on dit on va faire ce qu'on a envie de faire et puis on verra. Et si ça tourne mal, on arrête. Voilà. Ça, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on fait en Europe. En Europe, on veut vraiment la précaution, enfin, pratiquer le principe de précaution, ce qui veut dire s'il y a un risque théorique, qu'il y a un danger, mieux vaut ne pas le faire. Et c'est le principe qu'on emploie quand on a des enfants, quand on sait que voilà, il peut y avoir des dangers quelque part dehors, dans la rue. On ne laisse pas jouer ses enfants dans la rue, c'est tout. Et c'est la question et la balance, si vous voulez, entre quel risque est-on prêt à prendre pour bien sûr l'avantage qu'on veut obtenir. Et c'est très important parce que c'est philosophique, c'est idéologique et c'est très politique, ça je peux vous dire. Donc le principe de précaution est très important dans cette discussion-là. Et au sein de l'Europe, vous voyez déjà qu'il y a pas mal de différences puisque pas tous les pays de l'Union européenne non plus ont ratifié la convention d'Oviedo. Alors, je regarde un peu où je suis dans mes notes parce que je ne les suis pas trop bien, j'ai l'impression. Oui. J'étais au principe de précaution, j'y suis. Alors oui, quand même encore un mot, le principe de prévention qui est prôné par les Américains plutôt, met beaucoup plus de poids sur la responsabilité individuelle. Je vais donner un simple exemple. Un certain produit qui peut être toxique et nous, en Europe, on dirait on ne va pas le mettre sur le marché parce qu'il est toxique, il peut rendre les gens malades. Les Américains diraient plutôt on le met sur le marché et c'est à chacune de décider si oui ou non on veut se protéger et si on veut prendre ces risques, oui ou non. Donc c'est vraiment une des raisons pour laquelle cette différence entre le principe de précaution et de prévention mène à des vues très différentes sur pas mal de choses entre l'Union européenne et les États-Unis, par exemple. Alors,
Oui. Dans mon rapport, bien sûr, je plaide pour qu'il y ait des organes là, je trouve pas le mot, des comités, des groupes qui réfléchissent sur ces sujets et non seulement les scientifiques ou les médecins. Quand on a fait des audiences pour le rapport à Strasbourg, par exemple, on a invité des experts pour expliquer leur point de vue. Il y avait quelqu'un qui était représentant d'un groupe de patients de maladies génétiques, qui était extrêmement en faveur, bien sûr, de l'application de la technologie CRISPR-Cas9 pour éradiquer les maladies génétiques. Le patient qui est concerné, il n'aura pas la même vue que le grand public, il n'aura pas la même vue que le scientifique dans son laboratoire ou que le clinicien qui veut traiter ses patientes. C'est pour ça que le débat public, le débat politique est très, très important et qu'on ne doit pas courir après l'évolution technique, mais qu'on doit vraiment être très près de ces évolutions. Ok, alors voilà, il y a des pays qui ont réussi à faire ça déjà depuis très longtemps. Au Royaume-Uni, il y a le Human Fertilization and Embryology Authority, le HFEA. Vous avez l'agence de la biomédecine, je vais quand même la mentionner parce que j'ai été expert pendant un petit temps pour cette agence aussi. Le rapport que j'ai déjà mentionné de l'Académie nationale de sciences et de médecine américaine qui en fait élabore 7 principes fondamentaux qui doivent être suivis. Ce sont des systèmes de surveillance qui doivent être mis en place, soit pour aussi régler la recherche et les utilisations cliniques. La promotion du bien-être, c'est un principe important qui a été nommé déjà aussi. La transparence. Et pour la transparence, il faut le débat, il faut expliquer au grand public de quoi il s'agit, de quoi on est capable et comment le public et donc la société, si vous voulez, veut avancer dans ce domaine. La vigilance, la responsabilité de la communauté scientifique, le respect de la personne, l'équité et la coopération transnationale. C'est vrai que dans chaque vue qu'on pourrait avoir au niveau politique et ensuite juridique en Europe, le respect des droits de l'homme et le principe de précaution doivent être au centre des textes. Alors c'est la conclusion du rapport. Malheureusement, le rapport, il termine en disant tout ça c'est très bien, mais ce ne sera pas très réel, pas très réaliste, parce que c'est vrai que quelque part au monde, bien sûr, il y aura un enfant qui va être né après modification génétique. Et c'est ce que je pense aussi. Nous, on peut être très conscient de tous nos principes de droits de l'homme, etc. Mais on peut aller partout au monde, dans chaque pays, ou dans certains pays, où il n'y a pas de règles, pas de réglementation, où la Convention d'Oviedo n'est pas connue et la législation est défectueuse. Et le Mexique et l'Ukraine sont 2 exemples. Ce sera très facile pour un médecin scientifique à traiter des gens dans des pays pareils. Les médecins peuvent aller où ils veulent. Si moi je veux aller demain à Kiev parler avec mon collègue pour faire la FIV à 3 parents, ce sera absolument facile à faire. Si mes patientes, mes couples veulent aller dans des pays pareils, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y en aura beaucoup qui pourront le faire et qui pourront voyager dans ces pays-là. Donc, il faut réaliser que peut-être les principes dont on parle ici, ce sont nos principes, mais ils ne sont pas vécus partout au monde de la même façon. Et pour cette raison-là, je pense que des cadres internationaux, juridiques, sont extrêmement importants pour essayer de régler. On l'a fait pour l'adoption. On est en train d'essayer de le faire pour la GPA, je m'excuse d'y revenir. Et je pense que pour ces technologies-là, il faudra aussi le faire un jour. On a réussi à le faire pour le clonage. Vous vous rappelez qu'il y a 20 ans, tout le monde était en train de cloner. Et nous, on a cloné la première souris du Benelux. Voilà, on n'était pas les premiers, les Japon étaient les premiers, puis je ne sais plus peut-être les Français ou les Allemands.
Et alors on a inventé qu'on était les premiers à cloner la souris au Benelux. Tout le monde clonait, on trouvait ça très bien. C'était tous des scientifiques dans leur laboratoire, il n'y avait pas de débat public et on voyait à la télévision des rapports de M. Antinori, qu'on connaît encore, les Raélites ou les Raéliens, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et c'est seulement après que les politiques se sont réveillés. Et partout, on a eu les législations d'aujourd'hui qui disent le clonage est interdit. En Belgique, on a eu la loi sur la procréation médicalement assistée de 2007, où c'est écrit que le clonage est interdit. D'ailleurs, c'est aussi écrit que la manipulation des embryons, la sélection en fait des embryons pour des fins eugéniques était aussi interdit, parce que je ne suis pas rentré trop dans le débat sur l'eugénisme, parce qu'il y a des gens plus compétents que moi en génétique aujourd'hui qui pourront nous dire que voilà, on n'est pas très loin quand on voudrait vraiment changer les traits, les caractéristiques de notre enfant, comme l'intelligence ou d'autres caractéristiques. C'est un peu la science-fiction, mais je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on aura d'autres possibilités qu'aujourd'hui. Donc ça vaut la peine quand même de réfléchir et d'entrer dans ce débat, comme dans le débat du test prénatal non invasif et le syndrome de Down. Ce sont des débats qui doivent être, qui sont, disons, très très importants à l'agenda public aujourd'hui et dont on doit mener la discussion. Alors je vais arriver aux conclusions de mon rapport et aussi à quelques recommandations, les recommandations que j'ai faites au comité des ministres. Donc j'avais écrit qu'il faut vraiment évaluer les risques et les conséquences des applications de ces nouvelles technologies à travers une évaluation politique et pluridisciplinaire indépendante, équilibrée et transparente. Je pense que c'est très important que le grand public soit correctement informé et qu'il y ait un large débat public auquel vous contribuez aujourd'hui d'ailleurs, c'est très bien, et que les droits de l'homme, y compris les principes bioéthiques, la prééminence du droit et les principes démocratiques, doivent faire partie intégrante de ces débats. Alors les politiciens, les parlementaires, les autorités réglementaires doivent se faire conseiller par des organes spécialisés. C'est évident que c'est les médecins, les scientifiques, les généticiens, etc., qui doivent donner leur avis. Ça doit être des organes non seulement spécialisés, mais aussi indépendants. Et les États membres doivent définir une position claire sur l'utilisation pratique de ces nouvelles technologies génétiques en respectant le principe de précaution. On a vu, et ça c'est pour ouvrir un petit peu le sujet, bien sûr une explosion d'études génétiques, les informations sur les big data. Et aujourd'hui, je ne dois pas vous rappeler que c'est le 25 mai aujourd'hui que le GDPR, bien sûr, entre en vigueur en Europe. Donc c'est en effet un sujet, privacy, qui nous touche tous, comment on va employer toutes ces données et regarder dans les discussions qu'on a entendues là tantôt, dans le screening, donc le dépistage des porteurs, il y a le droit à ne pas savoir, etc. Ce sera quand même encore des sujets à discuter et à réglementer, à mon avis, très important pour l'avenir. Je conclus que le moratoire qui avait été décrété non seulement pour la recherche, celui-là il est tombé, mais aussi pour le transfert d'un embryon modifié doit être maintenu. Pour les États qui n'ont pas ratifié Oviedo, bien sûr, je devais inciter à le faire. Mais de nouveau, il faut être réaliste. Je sais très bien que la Belgique ne va pas le faire, pas pour cette raison-ci, mais pour d'autres raisons. Et que, bien sûr, les États qui ne veulent pas alors ratifier Oviedo, au moins doivent réfléchir et prendre position vis-à-vis de la naissance éventuelle d'un embryon génétiquement modifié. Parce qu'on peut soutenir quand même que la modification intentionnelle du génome humain, pour certains, et ça c'est au cœur du débat, franchit des limites jugées éthiquement inviolables. Alors je ne pense pas qu'on va se mettre d'accord là-dessus, parce qu'il y a ce débat dont je vous ai parlé, et ce sera très idéologique, ce sera très difficile de convaincre chacun et chacune de l'autre position. Donc je pense qu'il faudra un certain pragmatisme, plutôt que des discussions ou des conclusions purement idéologiques, et que
la Convention d'Oviedo quand même prête un bon cadre pour commencer, pour avancer et peut-être pour l'amender, pour le revoir, et je vais y revenir dans un moment. En outre, l'interdiction actuelle dans toute l'Union européenne, quand même, de fait, et dans de nombreux États membres du Conseil de l'Europe, comme je vous ai dit, n'empêchera sans doute pas la naissance d'un enfant dont le génome aura été modifié dans un autre pays dans le monde. Et donc le cadre juridique international dont je vous ai parlé, comme on l'a mis en place sur l'adoption, et vous êtes peut-être plus expert que moi là-dedans, mais moi je comprends que quand même la conférence de La Haye fait un bon travail et ce serait peut-être un instrument qu'on pourrait employer pour réglementer aussi ce genre de choses. Ça devrait en fait mettre en place un cadre prenant dûment en compte les bénéfices et les risques potentiels, d'une part, et donc l'objectif d'éradiquer ou de traiter certaines maladies graves, d'autre part, mais en prévenant les abus ou les effets indésirables. Je ne vais pas parler des abus quand on parle de transfert de mitochondries. Vous avez dit, ce n'est pas la même chose que le don de gamètes, mais on a quand même besoin de donneuses d'ovocytes. Voilà, où je termine. De donneuses d'ovocytes, et donc il y a toute la discussion des possibilités d'exploitation, d'abus, etc., comme dans le don d'ovocytes, surtout quand on regarde que l'Ukraine, c'est le pays rêve du don d'ovocytes pour pas mal de nos patientes. Alors, je n'ai pas parlé du brevetage, je pense que c'est aussi quand même quelque chose qu'il faut mentionner, je pense qu'aussi l'accès au traitement, si jamais ça se met en place, la payabilité, est-ce qu'il n'y a pas de budget pour rien, non seulement en Belgique, mais partout, donc comment on va payer ça? Est-ce qu'on va rembourser? Est-ce qu'il y aura un système équitable pour permettre aux gens de se faire réparer leurs embryons si jamais, en effet, on arriverait à accepter cela, les investissements publics qui sont investis dans ces technologies. Notre recherche, pour la grande partie, est payée par des investissements publics, mais bien sûr qui, par après, profitent souvent des entités privées plutôt qu'à la société. Je pense que c'est un élément aussi à prendre en charge. Alors, et maintenant, j'arrive aux 5 recommandations que j'ai faites au comité des ministres et à leurs réponses, très brièvement. La première, c'était donc de demander de ratifier Oviedo ou d'interdire au niveau national au moins les grossesses induites à partir de cellules germinales dont le génome a été modifié. Deuxième étape, c'est d'avoir le débat public ouvert auquel on participe aujourd'hui. Troisième étape, et c'est important aussi, c'est que le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe, que vous le connaissez peut-être, qui est aussi bien sûr une partie de cette institution, prenne en charge ce dossier. Je peux vous dire qu'ils sont en train de le faire. Ils vont faire des travaux qui peut-être mèneront à une révision ou à un protocole additionnel à la Convention d'Oviedo. Quatrièmement, moi j'aurais bien aimé un cadre réglementaire juridique commun international. Et cinquièmement, bien sûr, et ça rentre dans le cadre du principe de subsidiarité qu'on respecte aussi au Conseil de l'Europe, c'est que chaque État membre devrait enfin prendre une position nationale claire sur cette technologie et adapter sa législation. S'il le faut. Alors, j'ai eu une réponse du comité des ministres qui m'ont dit « Merci beaucoup, ça nous intéresse, on est tout à fait d'accord avec vous ». Ils ont répondu à tout, sauf le cadre international juridique européen. Ça ne les plaisait pas trop, je pense, parce que là, ils n'ont rien répondu. Donc, je pense que là, ils n'étaient pas d'accord. Pour le reste, je pense que c'était assez évident ce que j'ai demandé. Et donc, je ne me fais pas trop de soucis. Il y aura des travaux qui vont continuer. Ils sont très nécessaires. Si je peux encore 30 secondes, j'ai oublié quelque chose dans mon exposé que j'aurais bien voulu quand même mettre dans le débat. C'est, bien sûr, on parle donc de la modification génétique des lignées germinatives, des gamètes, des embryons, mais demain, on le fera sur les cellules souches. Et de ces cellules souches, on fera des gamètes. Donc le débat va devenir encore beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est aujourd'hui. Un jour, si on pourra faire des gamètes à partir de cellules souches par toutes ces technologies formidables dont on vient de parler. Donc ne croyez pas que le travail sera fini un jour, il ne fait que de commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On vous aurait encore écouté longtemps.
Merci pour cette vision politique européenne. Et vous avez dépassé l'Europe et puis cette vision humaine également.